TPT+. Place Journal. C'est un réel plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue au journal. Après 10 jours de travaux, les lampions de la 13e session ordinaire dite administrative du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, ouverte le 6 octobre dernier, se sont éteints ce vendredi 15 octobre dans la même salle de mariage de l'hôtel de ville, sous la houlette du président de ce conseil, député maire de la ville de Pointe-Noire, Jean-François Kando. Pour en savoir plus, suivant le compte rendu de Tive Chivongo, Prince Tikaya et Olivier Chitembo. Deux allocutions traditionnelles ont ponctué cette cérémonie de clôture de la 13e session ordinaire dite administrative du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, à savoir le communiqué final qui a sanctionné les travaux de cette session qui a duré comme de coutume 10 jours et le mot de clôture du président du bureau exécutif du Conseil départemental et municipal, député maire de la ville Jean-François Kando, lequel a encouragé les distingués conseillers municipaux pour la moisson de cette session, quoique dans une conjoncture économico-sanitaire morose, notamment le budget supplémentaire et la délibération s'y rapportant. Budget équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 17 milliards 900 millions de francs CFA, soit une baisse de 1 milliard 149 millions de francs CFA par rapport au budget primitif 2021. Monsieur le député maire de la ville centenaire. Au cours de nos travaux, nous avons en toute responsabilité revisité notre budget pour l'adapter au contexte actuel, dominé par la double crise, je veux dire la triple crise, économique, financière et sanitaire. Le rapport d'activité présenté par le bureau exécutif et le budget supplémentaire ont mis en évidence nos forces et nos faiblesses. Si des avancées certaines ont été enregistrées et réalisées, il y a lieu de reconnaître que beaucoup reste à faire et le chantier en notre présence commande de la prudence. Il nous faut redoubler d'efforts, surtout dans le recouvrement des recettes du ressort de la municipalité. Nous sommes appelés à améliorer l'efficacité de notre entreprise, notamment par la maîtrise de nos dépenses et surtout l'optimisation de nos recettes. À travers la visite guidée des chantiers municipaux en cours de réalisation, nous nous sommes tous rendus compte que notre capacité à répondre aux énormes besoins de nos populations dépendra à coup sûr de notre capacité à créer de la richesse au profit de la ville, car sans moyens, notre ambition et nos rêves seront lettres mortes. Au cours des travaux en plénière et en commission, des 12 affaires prévues, au-delà du budget supplémentaire adopté à l'unanimité avec amendement, les élus locaux ont adopté d'autres délibérations vitales pour le bon fonctionnement de la ville, capitale économique. Le communiqué final ressasse les conclusions de cette 13e session ordinaire dite administrative du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Je vous invite présentement à suivre les conclusions qui ont sanctionné les travaux de cette 13e session ordinaire dite administrative du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire dans l'extrait choisi de ce communiqué final rendu public par le deuxième secrétaire du bureau exécutif de ce conseil, Gabriel Misato, des propos recueillis par nos reporters Tive Chivongo, Prince Tikaya et Olivier Chitembo. Les points 10, 11, 12,
relatifs aux affaires numéro 1, numéro 2 et numéro 3 ont fait l'objet d'un examen approfondi dans les commissions activées. Ainsi, à travers le rapport de la commission économie et finances en charge de l'affaire numéro 1, les conseillers départementaux et municipaux ont adopté à l'unanimité avec amendement le budget supplémentaire du conseil départemental et municipal et la délibération s'y rapportant. Ce budget est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 17 milliards 900 millions de francs CFA, soit une baisse de 1 milliard 149 millions de francs CFA par rapport au budget primitif 2021, soit moins 6%. Les conseils départementaux et municipaux ont adopté à l'unanimité sans amendement, à travers le rapport de la commission aménagement et affaires domaniales, les délibérations dénommant le rond-point Nelson Mandela en rond-point place du Centenaire et celle dénommant le rond-point dit Ilama en rond-point Nelson Mandela. Poursuivant l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, les conseillers départementaux et municipaux ont suivi tour à tour la communication de la directrice départementale des soins et services de santé et celle du commandant de région de gendarmerie de Pointe-Noire. La directrice départementale des soins et services de santé, Dr Aubierge Victoire Kipangoudi Matondo, évoquant l'évolution de la pandémie à coronavirus et la poursuite de la campagne de vaccination anti-Covid-19 dans le département de Pointe-Noire, a présenté la situation épidémiologique au 4 octobre 2021 en faisant état de la répartition des cas confirmés de Covid-19 par district sanitaire selon le sexe, la situation des cas en cours de suivi dans les sites de prise en charge, le suivi des passagers au point d'entrée du début de l'épidémie à ce jour, la répartition des vaccinés par district sanitaire, les données de la campagne de vaccination et la répartition des vaccinés par district sanitaire. Quant au commandant de région de gendarmerie de Pointe-Noire, le colonel Nicolas Gaposo, son exposé a porté sur le projet de création d'un détachement d'intervention et d'appui de la gendarmerie aux services municipaux de Pointe-Noire. Autre chose dans ce journal, il semble se présenter comme l'un de tous les malheurs pour le peuple qui en est le souverain primaire. Il s'agit du régime démocratique. En outre, l'irrespect du principe de la séparation des pouvoirs fait défaut à nos autorités politiques. Le peuple souverain est toujours comme marginalisé, tandis que c'est lui qui mandate les décideurs. C'est l'objet de cet éditorial de Tiv Tivungo. Le vent de la perestroïka qui souffla entre 1985 et 1991 sur l'Afrique emporta la quasi-totalité des régimes du monopartisme d'autrefois pour céder la place au régime démocratique. Ce vent n'avait pas épargné le Congo, notre cher et beau pays, qui fait bel et bien partie des pays à régime démocratique. Or que les régimes démocratiques ont leur mode de fonctionnement, dont la séparation des pouvoirs, des gouvernants mandatés par un peuple justement souverain. Qu'est-ce à dire donc la démocratie? C'est un régime politique dans lequel le peuple dispose du pouvoir souverain et l'applique en respectant des principes démocratiques. Le cas échéant, le principe de séparation de pouvoir. Vous comprenez que rien que le respect de ce principe peut éradiquer une foultitude d'antivaleurs qui gangrènent la démocratie. Et lorsque ce principe n'est pas respecté, le pouvoir exécutif se croit tout permis et domine pour la majorité des cas sur les autres pouvoirs, à savoir le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, sans oublier le pouvoir informatif. Donc la presse, dit quatrième pouvoir. Dans leur rôle respectif, l'exécutif fait exécuter les lois et règles et conduit la politique gouvernementale. Le législatif vote les lois et contrôle l'action de l'exécutif. Le judiciaire juge et sanctionne tous ceux qui n'obéissent pas aux lois et règlements de la République. Le pouvoir informatif, lui, dénonce en public, à l'intention du public, qu'est le peuple souverain, tout ce qui est contre loi et contre nature, causé par le citoyen tel qu'il soit.
Comme quoi, le pouvoir arrête le pouvoir. Et les limites des uns s'arrêtent là où commencent celles des autres. Les mandatés du souverain primaire aussi, appelés élus du peuple, se doivent de respecter leur parcelle d'autorité et ainsi éviter le chevauchement et le trafic d'influence qui tue les institutions. Car être mandaté par le peuple confère une légitimité qui devrait produire, s'il vous plaît, la bonne gouvernance. Hélas, le développement socio-économique est pris en otage par les ennemis du principe de séparation des pouvoirs. Les démocrates de pure souche ne redoutent pas la séparation des pouvoirs, bien au contraire. La culture démocratique est encore une épine sous les pieds de nos politiques, qui n'ont aucune volonté, du moins jusqu'ici, de changer de paradigme. Chiv Tivongo, notre reporter, écrit ici sur le principe de la culture du bilan. Le développement tous azimuts obéit à des principes. Comment prétendre se développer sans culture du bilan? Pour la plupart de nos autorités politico-administratives, rendre compte semble être une mer à boire. Suivez. Le développement a des exigences pratiques pour tout homme, toute famille, toute entreprise, toute institution, enfin, pour toute nation qui veut se développer réellement. Parmi ces exigences de l'essor socio-économique, il y a la culture du bilan. Mais qu'est-ce à dire le bilan? En comptabilité, le bilan est un état comptable de l'actif et du passif qu'un établissement public ou une entreprise effectue pour rendre compte de sa situation patrimoniale. Une façon dans la gestion d'avoir une idée nette de d'où l'on vient et de d'où l'on va, et ainsi connaître officiellement les forces et les faiblesses de l'établissement, qu'il soit public ou privé. Seulement voilà, il semble être constaté que administration, institutions et entreprises publiques congolaises s'en passent de cette disposition vitale du développement. La culture du bilan, sinon du compte rendu, est encore en conflit avec la pratique politique de la plupart de nos politiques. Alors que c'est elle, la culture du bilan, qui a fait des nations dites développées, ces nations que nous prisons, ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Comment donc prétendre nous développer sans tenir compte de la place du compte rendu ou du bilan de la situation patrimoniale, le cas échéant de la mère patrie, à chaque étape réglementaire exigée par les normes de bonne gouvernance? Malheureusement, parmi les mots qui minent la gestion rationnelle de notre cher et beau pays, le Congo, figure l'absence de la culture du bilan. Dû rendre compte à la hiérarchie, et en régime démocratique, la grande hiérarchie, c'est le peuple, le souverain primaire. Lui qui devrait savoir de ses mandataires le plus clairement possible l'actif et le passif de la situation socio-économique nationale, donc du patrimoine national, est alimenté par la rumeur et aujourd'hui par les fake news, puisque ceux qui devraient rendre compte ne le font presque pas, pour que justement le peuple ait la même information bilancielle. Et vous serez d'accord avec nous que la rumeur et les fake news ne font rien d'autre qu'aggraver les situations, telles qu'elles soient. Tenez, aujourd'hui, puisque les lignes budgétaires que l'État affecte traditionnellement à telle ou telle structure ou institution étatique ne passent pas, faute de crise économico-sanitaire, l'information est révélée officiellement dans les différentes communications des commis de l'État, entendus ministres, préfets, maires, directeurs départementaux et j'en oublie. Mais lorsque l'État alimentait ses comptes, à l'époque de la vache grasse, qui rendait compte? Qui se préoccupait du bilan? Lorsqu'on sait que les SAF ne servent plus à rien dans ce pays. Chacune des autorités a pris l'habitude mauvaise d'avoir ses lignes budgétaires dans son sac et procède même aux dépenses alors qu'une autorité est ordonnateur. Faire autrement trouble l'ordre public, s'il vous plaît. Hélas, c'est l'absence criarde de la culture du bilan, du compte rendu et d'ailleurs rendre compte à qui? C'est moi le chef. Dans notre pays, chef veut parfois dire exempt de contrôle, d'après l'entendement de nos politiques.
Le gouvernement Makosso, qui nous invite par le biais du programme de travail du président de la République à poursuivre la marche certainement vers le développement, doit se laisser affecter par la culture du bilan pendant ou à la fin d'un exercice. Sinon, le développement tant voulu demeurera une simple vue de l'esprit. Volet sportif à présent. Aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, les éperviers du Togo ont battu les Diables Rouges du Congo par un score de 2-1. Suite à cette défaite, les Pontenégrins ont réagi au micro de notre sportif maison, Prince Tikaya. Les Diables Rouges du Congo ont reçu hier au stade Alphonse Massamba-Déba les éperviers du Togo pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors qu'ils avaient pu ramener un point glané de l'autre côté du Togo lors de la manche allée de leur double confrontation face aux Togolais qui s'était soldé sur un score de parité de 1 but partout, les Togolais ont foulé le sol congolais avec une décision de ramener les 3 points au Togo. Chose faite, car c'est à la 43e minute que les visiteurs des Congolais ont pu ouvrir la marque par le biais du numéro 9 Plaka. Menés au marquoir, les protégés du coach Paul Pout ont su réagir à la 71e minute, but marqué par son attaquant Gimbeza. Cela n'a pas suffi, car à la 77e minute, les Togolais ont doublé la marque, brisant ainsi la lueur d'espoir de victoire des Diables Rouges. Les sportifs ponténégrins ont réagi après cette défaite de trop. Toutefois, depuis que les Diables Rouges existent, on part du sélectionneur. Il a mis 11 joueurs. Et parmi ces 11 joueurs-là, il y a eu des joueurs qui jouent à l'extérieur et il a aussi pris ceux qui jouent au pays. Mais lui, il devait faire quoi? Prendre le maillot, rentrer dans le stade, mettre tous les buts. Quand un défenseur central n'arrive pas à faire une passe, est-ce que c'est à l'entraîneur, c'est au sélectionneur de venir lui dire, de venir faire la passe à sa place? Diable Rouge, vraiment équipement qu'on a évité. S'il y a équipe, vous mettez mon attaque même chez Mino, ou tout le monde a Stoyo, à bête à ballon, que tout le monde a Diable Rouge. L'équipe m'a boqué ça là, match nul, la mboka bapaya. Au inanda qu'on a eu mon corps, tu misé même pour te bâtir na bisou. On a misé à coûter 1000 francs pour la victoire à Diable Rouge pour que mon corps a de 55. Bah comme il va se bête à ballon mon corps, le corps a matière, tu vas d'une pèlerin, poser qu'on la touche des balles, touche des balles, touche des balles. Bah joueur à polar, milliard au coup froid. Donc charge tout un match c'est la défense. Ce qu'on tu as la peine à éviter, c'est pas foutre avec un bon wana, quand bon on pense un bon coup tout ça, quel moment on va ça même à moi le rolango. A du coach on a mimi à tel occasion ça là. Match bandit le premier mi-temps 0 minutes tina 45 minutes menace soit la pesant dans mon angote. Il y a tiré kaka azomona kaka azogene kaka. Vraiment il va changer de fédération là. Va changer coach, va changer fédération. Ministre comme ça papa. Le rêve d'une première participation à une Coupe du Monde des Congolais étant brisé par cette défaite infligée par les Togolais, laisse les dirigeants du football congolais réfléchir pour mettre une bonne équipe au point pour les futures échéances sportives. Rendons-nous hors de nos frontières. Au Cameroun, une manifestation après le choc de la mort d'une écolière de 5 ans tuée par un gendarme. Plus d'informations dans ce reportage d'Africa News. Des cris, des larmes et de la colère pour que justice soit faite. Hier, des centaines de personnes ont manifesté après la mort d'une écolière de 5 ans tuée par un gendarme. L'incident a eu lieu à un barrage de la gendarmerie au sud du Cameroun, partie anglophone du pays. Selon le porte-parole de l'armée, le conducteur du véhicule aurait refusé de s'arrêter et aurait poursuivi sur sa lancée avant d'être rattrapé par 2 gendarmes. L'un d'eux a ensuite tiré sur la voiture, tuant l'enfant sur la banquette arrière. En rage, la foule a lynché le policier et s'est rendue jusqu'au bureau du gouverneur avec dans les bras la dépouille de la victime. Je veux vous assurer que les responsables ont été arrêtés. Vous m'entendez? Parce que cet enfant aurait pu être votre fille ou ma fille. C'est une innocente. Elle était en route pour l'école. Je me bats pour que les enfants aillent à l'école ici. Mais comment expliquer qu'une enfant allant à l'école soit tuée? C'est donc un choc. Sur Internet, les réactions sont vives. Franco Le Mignon, célèbre humoriste camerounais, a tenu à exprimer son émotion.
RIP, ma petite, tu ne demandais qu'à aller à l'école. Tu ne demandais que... Je ne sais pas. Le président de la République doit faire quelque chose. Il est le seul maître. Nous sommes fatigués de voir ces policiers chaque jour dans la rue qui bagarrent avec les civils. Cet incident illustre encore une fois l'extrême tension régnant dans la zone anglophone au sud du pays. La région est en proie depuis plusieurs années à de sanglants conflits opposant les forces de l'ordre et les séparatistes camerounais. Rendons à César ce qui est à César. Vous comprenez là que c'était le reportage de TV5 Monde. Poursuivons ce journal. Le président Sissoko Embalo a rencontré son homologue français Emmanuel Macron à Élysée alors qu'une tentative de coup d'État a été déjouée dans son pays. Africa News. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoko rencontre le président français Emmanuel Macron à l'Élysée alors qu'une tentative de coup d'État a été déjouée dans son pays. La veille, un groupe de militaires des forces armées révolutionnaires, les FARP, a été identifié par l'armée bissau-guinéenne, se préparant à renverser l'ordre constitutionnel. La France sera à vos côtés pour poursuivre ses efforts, mais aussi appuyer les choix de développement économique du pays. Je pense notamment au développement de l'agriculture, domaine que vous avez défini comme une de vos priorités et dans lequel la France peut apporter son savoir-faire et son expertise scientifique. Je peux vous assurer que Guinée-Bissau a retrouvé sa voie après longues années d'instabilité, que la France était toujours à côté de la Guinée-Bissau, n'a pas pu avoir un interlocuteur pour aider Guinée-Bissau comme était toujours fait. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle dynamique et surtout, effectivement, il y a la préoccupation de la sous-région et je sais comment vous êtes aussi trop attachés sur la jeunesse africaine. Vendredi à Paris, les deux chefs d'État se sont réjouis du nouveau départ de leurs relations et de la stabilité retrouvée de la Guinée-Bissau. Le pays a subi 4 pushs militaires depuis son indépendance en 1974. Au moins 41 personnes ont été tuées et une cinquantaine de blessés dans un attentat suicide ce vendredi dans une mosquée chiite dans le sud de l'Afghanistan. Reportage de France 24. Nouvelle attaque sanglante dans une mosquée chiite en Afghanistan. Selon des sources médicales, au moins 32 personnes ont été tuées et 53 autres ont été blessées dans des explosions survenues ce vendredi midi dans la ville de Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan, et le bilan pourrait encore augmenter. Selon un témoin interrogé par l'AFP, 3 explosions auraient retenti à plusieurs endroits de la mosquée au moment de la grande prière hebdomadaire du vendredi. Les blessés ont été pris en charge dans l'hôpital central de Kandahar, selon l'un des médecins de l'établissement. Pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée. Elle survient une semaine après un attentat suicide contre une mosquée chiite de Kunduz, au nord-est du pays, revendiqué par l'organisation État islamique et qui avait fait plusieurs dizaines de victimes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur TPT+. Au revoir.